Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'un des premiers temps de cette deuxième journée, de cette première édition des Mondiales de Nantes. Nous allons, dans ce temps, rebondir au fond sur un travail qu'AOC a mené assez continuellement depuis quelques années sur cette thématique et qui s'est traduite par un bilan d'étape, parce que la question évidemment progresse, s'amplifie même dans l'espace public. Bilan d'étape qui a pris la forme de ce numéro papier d'AOC, le numéro 2, qu'on a choisi de titrer Fascisme 2.0 et qui a paru à la fin du mois de juin dernier, qui regroupe une vingtaine d'articles que nous avons publiés en ligne dans le quotidien d'idées AOC et qui traite de cette question du fascisme 2.0, pour le dire autrement, de la façon dont l'extrême droite ou la droite radicale a utilisé l'avènement d'un certain nombre de technologies, la manière dont elles sont venues bousculer les usages et l'espace public pour contester l'hégémonie culturelle à la gauche qui, pendant longtemps, a été en position dominante sur les questions culturelles, sur les questions symboliques plus généralement. Donc c'est de cela dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, et puisqu'on est à Nantes, je voudrais en profiter pour partager peut-être avec vous, à titre personnel, une expérience qui commence à être un peu historique, mais qui permet, je crois, de prendre la mesure de la durée de ce phénomène, et aussi d'une certaine façon de le dissocier de ses liens avec la technologie numérique, c'est-à-dire non pas nécessairement avec la technologie, mais avec la technologie numérique. Je pense que les travaux sur le web, sur l'Internet, gagnent à être recontextualisés dans une périodisation plus longue, à bien des égards, sur des évolutions culturelles. Ce que je veux dire par là, c'est que il me semble que la ville de Nantes, et plus largement la région autour de cette métropole, a été l'un des lieux dans lequel s'est opérée cette contestation de l'hégémonie culturelle de la gauche par l'extrême droite très tôt. Et ce, juste après la victoire de la gauche à l'élection présidentielle de 1981, puis aux législatives qui ont suivi. On a observé des initiatives culturelles et de médias très tôt, et beaucoup sont nés ici ou pas loin. Celles qui sont nées pas loin, c'est par exemple une radio qui émettait depuis le Mont des Alouettes en Vendée, et dont le directeur des programmes était parfaitement inconnu à l'époque et très jeune, mais qui était jusqu'à il y a peu ministre de l'Intérieur. Je veux parler de Bruno Retailleau, qui, travaillant avec Philippe de Villiers, qui venait de lancer le Puy du Fou comme initiative aussi culturelle, de reprise en main culturelle différente, a joué un rôle et continue de jouer un rôle assez important. De la même manière, dans cette ville de Nantes, à la même époque, alors que naissait un magazine comme le Figaro Magazine, sous la houlette de Louis Pauwels, ou Magazine Hebdo, qui a disparu, mais qui a joué un rôle important sous celle d'Alain Lefebvre, eh bien, la ville de Nantes voyait la création d'une école de la communication dirigée par un philosophe présenté comme un nouveau philosophe de droite, Philippe Nemo. Ce centre de la communication était basé dans la Tour-Bretagne, à Nantes, et a joué aussi un rôle important. Cette guerre culturelle a continué de se traduire avec la victoire aux élections municipales de 1983 du maire de Saint-Herblain d'alors, Ciotti, le sénateur Ciotti, que les acteurs culturels se sont empressés de qualifier de sécateur maire, puisqu'il a coupé les subventions à nombre d'acteurs culturels, inaugurant en ça un geste qui fait écho à celui de l'actuelle présidente de la région Pays de la Loire, s'agissant de la culture. Alors je voulais prendre un petit peu ce recul historique, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit partagé par toutes celles et tous ceux qui sont dans la salle, parce que je sais que la ville de Nantes a beaucoup grandi, s'est beaucoup développée, s'est beaucoup brassée, et c'est tant mieux, et que beaucoup de gens sont venus y vivre qui ne connaissent pas nécessairement cette histoire. Mais je crois que pour réfléchir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'était important de partager ces quelques éléments historiques. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la façon dont tout cela se poursuit et profite
bénéficie au fond de la mutation numérique, qui est un moment, je crois, majeur de nos sociétés, qui est évidemment lié à des technologies, mais peut-être d'abord et avant tout lié à l'usage qu'on fait de ces technologies. Alors pour en parler ce matin, je vais commencer par la gauche, l'extrême gauche de mon extrême gauche, votre droite, à vous. Olivier Alexandre est sociologue, il est chercheur au CNRS, il est dans un laboratoire du CNRS d'ailleurs qui est transdisciplinaire et qui s'intéresse aux questions d'Internet et de ses relations en particulier à la société. On lui doit des travaux sur ces entreprises de la tech, sur la Silicon Valley, dans laquelle il a passé beaucoup de temps à observer la manière dont ces entreprises fonctionnent. En particulier, il en a fait un livre récent publié aux éditions du Seuil. Juste à côté d'Olivier Alexandre, Anne Arzoumanov, qui est le professeur de littérature à l'université Sorbonne Nouvelle, à qui l'on doit un livre récent sur la liberté d'expression aux éditions Actes Sud et qui travaille actuellement à ces questions de censure culturelle. Plus spécifiquement, elle prépare un nouveau livre dont on aura en quelque sorte la primeur de certains des éléments ce matin. Et puis, tout de suite à ma droite, Sébastien Broca, qui est sociologue aussi, chercheur en sciences de l'information et de la communication, et qui a publié au Seuil également, comme Olivier Alexandre, il y a quelques mois, un livre sur ces aspects économiques, les modèles économiques notamment du web, qui est une manière d'entrer et d'ouvrir la boîte noire au fond, parce que nous sommes tous des utilisateurs de ces technologies et on ne sait pas forcément comment ça marche. Ensuite, Alexandre Monin, qui lui est philosophe, qui a fait une thèse sur le web, qui travaille sur ces questions numériques depuis fort longtemps, et notamment qui réfléchit aussi à ces aspects, ces dimensions spécifiquement politiques qui nous intéressent aujourd'hui. Alors on va dialoguer, ils vont dialoguer à quatre, et puis bien sûr on va ouvrir aux questions dans la salle, des questions que vous pouvez poser en utilisant des micros qui circulent ou en rédigeant sur du papier, sur des post-it, vos questions si vous préférez faire comme ça, et puis on collectera les questions. Peut-être je vais te proposer d'ouvrir, Olivier Alexandre, pour peut-être remettre encore un petit peu de contexte historique, non pas à propos de la situation locale ici, mais plutôt du côté de la Californie, parce que cet arrière-plan culturel est assez important pour comprendre d'où vient ce phénomène qu'on va essayer de mieux définir aujourd'hui, et pour bien saisir de quoi il s'agit, il faut faire à la fois de l'histoire des idées, de l'histoire des sciences et des techniques, et puis de l'histoire politique plus directement. Oui, merci beaucoup Sylvain pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bon, c'est vrai, on est sur un territoire, mais on est aussi dans un moment, comme tu l'as rappelé, et ce moment, enfin moi en tout cas, je l'ai reçu avec beaucoup de violence il y a un an maintenant, au moment de la seconde élection de Donald Trump, et particulièrement cette image qui me reste en mémoire, mais qui reste sûrement en mémoire de beaucoup de gens, c'est ce jour d'intronisation de Donald Trump où on voit tous les patrons de la tech être en randonnion comme ça, en célébrant un président, il faut le rappeler, xénophobe, voire ouvertement raciste, misogyne, accusé, voire reconnu d'agression sexuelle, condamné plus d'une quarantaine de fois, un petit peu moins mais quand même, dont crime felony qui est une des plus graves reconnaissances de peine, et c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président reconnu d'une telle peine un candidat accède à la fonction suprême. Bon, c'est vrai que pour quelqu'un qui a passé du temps dans la Silicon Valley, qui a été baigné et imprégné de tout le folklore associé à cette région, a priori, il y a une forme de, quand même, à minima, de dissonance cognitive ou moins de contradiction. Et encore, je n'ai pas déroulé le fil de la soirée, et le moment où Elon Musk est monté sur la scène pour faire 2 saluts nazis, en associant les mots humanité, civilisation et conquête de Mars. Donc, effectivement, il y a un effet de vertige
quand même qui se produit, et il faut être capable sûrement de le remettre un petit peu en perspective pour comprendre ce qui s'est passé là-bas, ce qui se passe dans cette industrie, et puis peut-être ce qui se passera demain chez nous et dans nos démocraties. Alors, moi, je suis vraiment un spécialiste de la Silicon Valley, c'est la fenêtre à travers laquelle je le regarde, et cette question du lien entre innovation et nouvelles technologies et positionnement politique, il est à la fois très ancien, très structuré, un peu différent de chez nous. La notion même de gauche et droite, voilà, qui est héritière de la Révolution, n'a pas vraiment de sens. Et en même temps, on voit depuis 150 ans, à peu près, dans le nord de la Californie, des gens arriver un petit peu de nulle part, être persuadés qu'ils peuvent reconstituer une nouvelle société, que cette société sera organisée autour des gens les meilleurs, comprendre les plus intelligents, comprendre souvent des gens qui maîtrisent les systèmes d'information et la logique, l'intelligence logico-rationnelle, qui sont souvent des hommes et qui vont pouvoir créer, et l'expression est utilisée comme telle, de nouvelles religions à travers de nouvelles formes d'organisation qui sont souvent des entreprises qui vivent entre les universités et l'appareil d'État sous ces différentes formes. Et d'une certaine façon, la forme de radicalisation qu'on est en train de vivre, elle est vraiment inscrite dans cette histoire-là. Après, la tech n'est pas que ça, et il y a un danger à l'identifier uniquement à ça, de la même manière qu'il y avait un danger il y a 10 ans ou il y a 30 ans à l'envisager uniquement à travers le prisme de l'utopie. C'est-à-dire que c'est aussi une arène, c'est aussi un champ de bataille où il y a différentes options, positions, et peut-être la vraie question là-dedans est de savoir pourquoi la frange la plus radicale, la plus droitière, prend le pouvoir. Et je pense que c'est cette question-là dont on va débattre dans l'heure à venir. Sébastien Broca, j'ai entendu le mot utopie. Je me suis dit, il figure dans le titre de votre livre parce que vous aussi vous retracez ce mouvement. Comment ce qui a pu être caractérisé comme une utopie, avec tous les problèmes que ça pose, du point de vue de la description, a pu produire ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est une question que vous vous êtes posée. Oui, alors bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là et merci pour l'invitation. C'est vrai que, je peux repartir de ce que disait Olivier, hein, il y a une sorte de vertige ou d'étonnement à avoir vu depuis un an cette alliance qui paraissait un peu contre nature entre la tech et l'administration de Donald Trump. Mais en fait, quand on prend un peu de recul historique, comme tu nous y as invité, c'est vrai qu'elle apparaît peut-être un peu moins étonnante que cela, pour plusieurs raisons. Moi, peut-être l'idée que je défendrais, c'est qu'il y a quand même une constante au sein de cette industrie depuis plusieurs décennies, c'est qu'elle est opposée, non pas forcément à l'État, comme on le dit un peu rapidement à mon avis en disant qu'elle est libertarienne, mais elle est hostile à la réglementation par les institutions démocratiques de ses activités. Et vraiment, ce qui explique à mon avis beaucoup de positions de ces grands acteurs de la tech, c'est ça, c'est faire en sorte de maintenir un contexte politique et réglementaire qui soit favorable à leur business. Ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que dès les années 90, et en partie autour de cette fameuse utopie d'Internet et des technologies, on a une sorte de rapprochement qui peut se produire entre des libertariens de gauche, disons, et des libertariens de droite, qui vont en fait se trouver quand même certains atomes crochus autour de cette idée que ce nouvel espace numérique et ces technologies qui se développent rapidement, et puis certains usages autour de la cryptographie, par exemple, ou des logiciels libres open source, doivent être soustraits au pouvoir de régulation et de réglementation de l'État. Alors ça peut être défendu par des gens qui vont longtemps plutôt être assimilés à des progressistes. Ça sera le cas, par exemple, de John Perry Barlow, alors même qu'il est en fait assez proche du Parti républicain déjà à l'époque, et d'acteurs des libertés numériques, on va dire. Mais ça sera aussi le cas, et ça se voit déjà dans les années 90, d'acteurs qui sont déjà objectivement et explicitement des acteurs de droite, voire d'extrême droite. Alors il y a un politique qui est assez célèbre à l'époque, qui s'appelle Newt Gingrich, au sein du Parti républicain, qui porte déjà cette hostilité fondamentale envers le pouvoir réglementaire de l'État et qui est très proche de la tech. Il y a des investisseurs, des capitaux risqueurs de la Silicon Valley qui tiennent déjà ces discours-là. Il y a un ouvrage important qui s'appelle les individus souverains, qui développe déjà dans les années 90 cette idée que les nouvelles technologies vont en fait favoriser l'émergence d'une nouvelle classe d'individus
supérieur, entre guillemets, une sorte d'élite hypermobile, mondialisée, qui doit se soustraire à la capacité des pouvoirs démocratiques à réglementer leur business et leurs activités. Ça existe déjà dans les années 90, et ensuite, ça va nous donner Marc Andreessen, Peter Thiel, et Peter Thiel est un acteur quand même très important de cette histoire, hein, parce que Peter Thiel, très tôt, va structurer, il va avoir ce rôle-là, de structurer toute une galaxie libertarienne et néo-réactionnaire autour de la tech, avec des acteurs du capital risque, des publications, et des hommes politiques, parce que quand même, si on avance à grands enjeux dans cette histoire, J.D. Vance est une création de Peter Thiel qui a mis 15 millions de dollars pour le faire élire, et qui ensuite a soutenu sa candidature en tant que colistier de Donald Trump. Donc voilà, donc c'est important, et je m'arrête là, parce que je suis déjà un peu long, de quand même de voir que ce qui apparaît comme une rupture et comme une source d'étonnement a quand même des racines très anciennes, et par ailleurs, est aussi très lié, à mon avis, à ce qui s'est passé pendant l'administration Biden, mais ça, on en parlera peut-être ultérieurement. Anne Arzumanov, alors vous ne travaillez pas spécifiquement sur les États-Unis, mais c'est un peu l'arrière-plan, on vient de l'entendre, d'une histoire qui produit ses effets sur tous les espaces publics, je les mets au pluriel, même s'ils sont interconnectés aujourd'hui, et spécifiquement sur le nôtre, sur lequel vous êtes davantage pensé. À propos de ces questions de liberté d'expression, aujourd'hui, vous envisagez, vous complétez ce premier livre par un deuxième en approfondissant au fond cette question. Peut-être vous pouvez nous dire quelle a été votre perspective pour penser cette droitisation au fond de la culture. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc oui, si on peut en effet partir des États-Unis pour réfléchir à ces questions-là, parce que on voit s'importer en France des méthodes structurées de contestation de la culture qui ressemblent beaucoup au mouvement américain, donc qui ne partent pas de la tech, mais qui utilisent les plateformes pour créer, susciter l'indignation, parce que dans cette question de l'hégémonie culturelle, évidemment, il faut affaiblir les différentes institutions dites de gauche ou progressistes en créant donc une indignation, en créant aussi ce qu'on appelle des paniques morales. Et donc c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Et notamment, on a pu voir aux États-Unis un mouvement se structurer qui s'appelle Moms for Liberty, un mouvement qui est à l'origine de très nombreuses censures de livres. Donc les mamans pour la liberté. Voilà, les Mamans pour la liberté, qui est donc à l'origine de très nombreuses censures de livres aux États-Unis. Je pense qu'on en parle de plus en plus en France, hein, mais donc le Pen Club America a fait des listes de livres interdits. C'est inédit, en fait, ce qui se passe aux États-Unis. Mais là où je pense qu'il faut aussi alerter l'opinion publique en France, c'est qu'il y a des choses comme ça qui sont en train d'arriver. On a des groupes de parents qui se structurent, par exemple, comme les parents vigilants, créés par Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui est justement, via aussi Sarah Knafo, s'inspire des méthodes américaines. Donc les parents vigilants, c'est quoi ? C'est un groupe de parents qui donc est structuré sur tout le territoire et qui observe ce qui se passe dans les écoles. Et donc pour dénoncer tout ce qui est considéré comme de la propagande woke, donc immigrationniste, donc on trouve tous ces termes, mais aussi la culture à l'école. Donc par exemple, si les élèves sont envoyés, vont voir un spectacle qui tourne autour de l'immigration, immédiatement, on cite le nom du collège ou donc, et de la classe et du professeur qui emmène ses élèves voir ce type de spectacle. On dénonce une semaine de la tolérance. Si le terme d'homosexualité apparaît, je ne sais pas, sur une banderole, quand les élèves ont travaillé sur la tolérance. Donc tout ça, ce sont des stratégies qui sont de plus en plus structurées en France. Et puis, juste pour qu'on se représente les choses, il faut savoir qu'il y a un rapport
très fourni qui a été rendu à la Commission européenne récemment, qui s'appelle The Next Wave, et qui indique que la France est deuxième en Europe des financements anti-genre, et donc des financements anti-genre qui sont, c'est vraiment des millions de dollars hein, qui sont investis dans cette stratégie, et qui est une stratégie multiple. Mais dans cette stratégie multiple, il y a bien cette présence sur les réseaux sociaux, donc à travers de nombreux groupes qui relaient cette idéologie, donc qui consiste à contester tous ces lieux qui sont des lieux de l'hégémonie culturelle dite de gauche. Alexandre Monin, vous qui avez observé depuis longtemps la manière dont s'est déployée cette mutation numérique, peut-être faudrait-il, et vous pouvez apporter des éléments en ce sens, ne pas simplement faire un lien, je dirais, mécanique entre cette mutation numérique et ces idées d'extrême droite. C'est aussi cette mutation, l'intérieur de l'espace dans lequel elle se déploie, les acteurs qui sont impliqués, constituent aussi un champ de lutte, de bataille. Il y a des dimensions d'utopie, il y a des projets alternatifs, il y a des acteurs qui essayent de lutter contre les monopoles que tentent d'imposer ces grandes firmes de la tech. On ne pourrait pas résumer l'histoire du numérique et de l'Internet à cette mainmise au fond de ces gros acteurs telle qu'on la voit aujourd'hui. Oui, merci beaucoup pour encore une fois cette invitation. C'est vrai qu'on peut avoir cette impression aujourd'hui qu'il y a cette mainmise de ces grands acteurs, de ces oligopoles. On parlait de l'inauguration de Donald Trump, mais il faut se rappeler que lors de sa précédente inauguration, donc ça devait être en 2016, si je ne m'abuse, il y avait déjà en fait Peter Thiel qui était à ses côtés. Il avait invité les patrons de la tech de l'époque, alors qui n'étaient pas encore ses soutiens, mais à l'époque c'était dans l'objectif de leur tordre un petit peu le bras et de montrer que la puissance était de son côté et qu'il les humiliait finalement devant le monde entier. Donc il y avait déjà quelque chose, sauf que maintenant ils se sont ralliés à lui. Mais ça n'a pas toujours été effectivement le cas. Il y a évidemment des contestations. On a l'impression maintenant le numérique c'est uniquement du côté de la dystopie, peut-être pour de bonnes raisons, hein, parce que l'environnement évidemment nous y pousse, mais c'est vrai qu'il y a d'autres forces qui animent le numérique. Moi quand je travaillais c'est vrai sur ces questions-là directement que je faisais ma thèse, même un petit peu avant, autour des années 2005, c'est vrai que le numérique c'était un lieu d'utopie, d'optimisme assez fondamental. On n'a pas idée, je pense, notamment lorsqu'on est jeune aujourd'hui et qu'on découvre le monde dans lequel on est, de l'optimisme qui pouvait exister au tournant des années 2005. Moi, je dirais que c'est à ce moment-là vraiment qu'il y avait ce pic d'optimisme, au moment où a émergé ce qu'on a appelé le web 2.0, notamment ce web de la contribution, ce web de la participation. Alors effectivement, il y avait déjà des problèmes, hein, parce que c'était, comme on le soulignait à l'époque, un web de plateforme aussi qui était en train de se mettre en place. Donc il y avait une asymétrie au niveau des pouvoirs qui était très grande, mais disons que les technologies qui émergeaient étaient quand même des technologies pour beaucoup qui essayaient, qui ont disparu d'ailleurs aujourd'hui, qu'on n'utilise plus. Donc peut-être qu'on avait un web plus social d'une certaine manière dans ces années-là qu'aujourd'hui, mais en tout cas des technologies qui essayaient justement d'encourager cette dimension. Et donc il y a peut-être un enjeu aussi, effectivement, à ne pas avoir une vision trop déterministe de l'histoire et peut-être aussi à voir comment on pourrait réactiver d'autres trajectoires possibles en se penchant justement sur ce qui a été, sur ce qui finalement n'est pas advenu pour essayer d'en tirer les leçons. Et c'est vrai que moi j'avais participé un petit peu à ce moment-là, il y avait de mémoire un rapport du W3C. Le W3C, c'est l'organisme de standardisation du web qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui parce que c'est devenu un acteur un peu de second plan alors que c'était un acteur majeur au cours des années passées, qui avait fait, c'était en 2010 ou 2011, un rapport sur le web social. Et il pointait du doigt justement tous les risques qui pouvaient intervenir, cette asymétrie que j'évoquais entre les détenteurs de plateformes et ceux qui les nourrissent, ceux qui créent de la valeur, c'est-à-dire les citoyens comme vous et moi, mais qui n'en tirent pas forcément les profits directement, et qui essayer justement de pousser des solutions. Alors aujourd'hui, on est dans un temps différent où ces solutions, ces propositions ne sont pas forcément celles qui sont advenues. Néanmoins, il y a là un réservoir sans doute à réactiver, à repenser pour ne pas imaginer effectivement que la technologie rime avec
une seule idéologie. Et par ailleurs, je vais m'arrêter là, mais on pourrait renverser les choses et se dire que cette hégémonie culturelle de l'extrême droite, elle ne renvoie pas que à des aspects technologiques, elle renvoie aussi à d'autres aspects plus larges qu'il faudrait aussi analyser pour ensuite éventuellement suturer entre ces développements technologiques et ce contexte un petit peu plus large qui explique aussi pourquoi aujourd'hui il y a en tout cas cette tentative d'emporter une forme d'hégémonie culturelle à droite ou à l'extrême droite. En vous entendant parler de régulation de l'Internet, je me faisais une réflexion, petite parenthèse, pour ajouter des éléments de contextualisation historique locale nantaise. L'une des personnes sans doute les plus impliquées dans la gouvernance mondiale de l'Internet, qui est devenue chercheuse à l'École normale supérieure sur ces sujets, Françoise Massy-Folléa, a été la directrice de la radio locale, ex-radio pirate, Radio Atlantique, ici, en haut du sillon de Bretagne, à la fin des années 70, radio contestataire contre la construction d'une centrale nucléaire au Pèlerin, qui était un peu le proto-Notre-Dame-des-Landes, si vous voulez, de l'époque, qui est devenue une radio libre, donc sous le nom de Radio Atlantique. Elle a co-dirigé cette radio pendant les années où ça a été possible, jusqu'en 1985-86, avec quelqu'un, Georges Palinsky, qui lui a décidé, après la chute du mur, d'aller construire un empire médiatique en Russie, et qui est aujourd'hui un mania des médias dans la Russie de Poutine, ce dont il se targue. Et puis pendant ce temps-là, en Vendée, il y avait Radio Alouette, que Philippe Devilliers, qui est en tête des ventes aujourd'hui avec son essai, animait, avec comme directeur des programmes Bruno Retailleau. Donc vous voyez, on a là vraiment juste sur un tout petit territoire, des trajectoires qui permettent aussi de replacer cette histoire dans les 40 dernières années, bien avant que l'Internet existe. C'est-à-dire que des savoir-faire en matière de régulation de l'audiovisuel des radios, puisque cette personne, Françoise Massy-Folléa, a siégé à la CNCL, l'ancêtre de l'Arcom, au fait, ont été réinvestis dans la gouvernance de l'Internet. Et je pense que c'est important de pas traiter Internet simplement comme un moment radicalement nouveau. Et d'ailleurs, ni comme un mouvement fermé, et j'aimerais donner la parole à Olivier Alexandre pour qu'il nous partage au fond un certain nombre de derniers éléments, parce que tu as parlé de la Silicon Valley, mais on a un ami commun, chercheur américain, Fred Turner, qui était récemment en France et qui faisait état des dernières nouvelles, j'allais dire, sur le front, à savoir le phénomène qui est le départ depuis la Silicon Valley vers le Texas d'un certain nombre de ces grands acteurs américains. Et ce départ a un vrai sens à la fois dans l'histoire américaine, dans son rapport à l'extractivisme, mais aussi du point de vue des idéologies politiques qui s'opposent entre des libertariens qui restent en Californie et puis un autre type de droite radicale américaine qui préfère aller aujourd'hui, comme c'est le cas d'Elon Musk, s'installer au Texas. Oui. Alors bon, je ne suis pas le porte-parole de Fred, mais... Non, mais c'est intéressant de l'entendre. Oui, bien sûr. Mais pour faire le lien aussi avec la discussion, je pense, parce qu'on l'a tous évoqué, et toi aussi Sylvain, c'est le terme libre liberté. On se trouve quand même dans ce moment bizarre où tout le monde se revendique de la liberté, que ce soit Elon Musk, Donald Trump, l'extrême droite française, et voire Vladimir Poutine. Et je comprends, moi j'y passe mes journées, on passe nos journées à essayer de comprendre ce qui se passe, mais de loin il n'y a pas forcément un lien très très évident entre Twitter, l'extrême droite, Donald Trump et le passé et la situation dans laquelle on se trouve. Je repartirais bien du cas de Peter Thiel qu'évoquait Sébastien. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous bien au fait de qui est Peter Thiel. C'est un investisseur bien connu de la Silicon Valley depuis longtemps, qui a cofondé PayPal, qui est un investisseur actif depuis une trentaine d'années, qui a différents fonds d'investissement et qui a participé au financement et au développement d'entreprises aussi différentes que Facebook ou OpenAI. Et qui aussi a une activité depuis 10 ans maintenant de financier de la vie politique. Et Peter Thiel, ce qui est intéressant avec lui, c'est que alors que Elon Musk est d'une grande versatilité et volatilité en termes idéologiques, il s'est à peu près revendiqué de toutes les idéologies dans la Silicon Valley, Peter Thiel a vraiment une structure. Voilà, depuis 40 ans, il est sur la même ligne. Et depuis 40 ans, d'une certaine façon, il défend la liberté. Et il défend la liberté. Et pour essayer de le comprendre, il faut revenir dans le Stanford des années 80, quand il était étudiant, où lui était très choqué à la fois du pouvoir qu'avait
l'université sur les étudiants, du pouvoir aussi qu'avaient de nouvelles formes de revendications qui tenaient à la lutte contre les discriminations, héritées des mouvements des civil rights des années 70. Et pour lui, c'était 2 aliénations absolument insupportables, et il fallait absolument se mobiliser pour essayer de les endiguer. Alors, se mobiliser comment? À travers une activité d'intellectuel, et lui-même d'ailleurs se revendique ou a pu recevoir cette étiquette, se mobiliser à travers la finance aussi, et ce qui nous amène, nous, spécialistes de sciences sociales ou de philosophie, à regarder la finance aussi comme une activité politique, sociale, et à travers l'innovation. Mais alors, quand on dit innovation, en fait, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Disons que son grand projet, c'est de mettre à bas les institutions, voilà, hérité du XXe siècle, ce qu'évoquait un peu Sébastien. Ce qu'on peut lui rétorquer, c'est que lui propose d'abattre les institutions qui ont fait l'État-providence, mais il veut les remplacer par d'autres choses. Il veut les remplacer par l'entrepreneuriat, il veut le remplacer par du capital-risque, il veut le remplacer par de l'innovation, mais souvent de l'innovation qui n'est pas une innovation démocratique, qui est une innovation ou de l'informatique discrète, comme j'aime bien l'appeler, une innovation sur laquelle on n'a pas de prise. Une innovation dont on ne sait pas comment elle fonctionne, une innovation sur laquelle on n'a pas de moyens d'influer, de décider des outils de composition et de recomposition que ça crée. Et effectivement, ce projet-là, il est contesté, il est divisé, il a différents mouvements d'évolution. Et ce qu'il faut bien comprendre quand on essaie de lire aujourd'hui la Silicon Valley à partir d'un prisme politique, c'est qu'elle n'est pas unifiée et qu'effectivement, ces franges les plus radicales, dont Peter Thiel, dont Elon Musk, dont Larry Ellison, n'ont cessé de la contester en tant que foyer démocrate, en tant que foyer woke, et ont essayé de trouver d'autres terres, notamment celle du Texas, notamment celle du Colorado, et toute autre niche qui pouvait à la fois offrir des avantages fiscaux et aussi un certain nombre d'infrastructures idéologiques. Merci Olivier. Je vais rebondir à Arzumanov sur ce que vous disiez tout à l'heure sur, au fond, les schémas d'action, les modes d'action, les types de réseaux qu'on a pu observer se mettre en place aux États-Unis et qui sont dupliqués en quelque sorte, adaptés, localisés, on dirait, s'agissant de logiciels, dans un espace public différent, et par exemple en France. Je voudrais partir d'un exemple dont vous avez certainement entendu parler, face aux transformations, notamment de nom du réseau Twitter en X et de ses algorithmes et de ce qu'est devenu ce lieu, ce réseau social, il y a eu des initiatives. Et il y a eu en France une initiative en particulier portée par un mathématicien, David Chavalarias, qui travaille sur la cartographie de ces réseaux notamment, et qui a entrepris avec d'autres chercheurs et juristes et militants de construire une alternative. Cette initiative s'est appelée HelloKitX. Et c'est un dispositif technique qui proposait aux utilisateurs de ce réseau de transférer ces contacts vers d'autres réseaux qui avaient des fonctionnements plus décentralisés comme Mastodon et Blue Sky en particulier. Cette initiative qui est à la fois technologique, politique, juridique et scientifique, portée par des chercheurs et des chercheuses, a fait l'objet d'une attaque virulente en France, dont ce même mathématicien a pu montrer qu'elle reprenait exactement la même configuration, qu'elle avait la même physionomie que les attaques qui avaient été menées aux États-Unis contre des laboratoires qui travaillaient sur les fake news, sur la désinformation, etc. C'est-à-dire, en particulier, je ne reprends pas tous les traits de ces attaques, mais l'un des traits importants, c'est de considérer que ce monde numérique, il n'existe pas tout seul, il est évidemment relié aux médias plus traditionnels. Et cette attaque a commencé avec une émission de France Culture, la chaîne où je suis par ailleurs producteur, une autre émission, dans laquelle ont été invités des éditorialistes d'extrême droite qui sont tombés sur non seulement le
chercheur, mais l'institution à laquelle il appartient, le CNRS en l'occurrence, ce qui a choqué un certain nombre de mes collègues, et moi compris. Mais en fait, le point de départ de cette attaque, c'est un média traditionnel avec un impact assez fort, et sans je dirais, l'enrôlement d'un média traditionnel, c'est plus compliqué de construire des mobilisations directement numériques. Mais ce qui était frappant, c'est vraiment le rapport que je vous invite à lire de David Chavalarias, qui montre comment, en fait, cette attaque vraiment procèdent de la même manière que celles qui ont lieu aux États-Unis. C'est-à-dire qu'au fond, ces savoir-faire circulent, sont copiés, sont observés. Et je pense qu'il est extrêmement important, et ça participe du travail que vous faites, de décrire au fond la manière dont ça se passe pour pouvoir peut-être mieux appréhender, mieux comprendre ce qui nous arrive à certains moments, Anne Arzumanov. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une stratégie qui ne passe pas que par le numérique. On voit bien en France, je pense que je n'apprendrai à personne le fait que Bolloré, notamment, ait racheté beaucoup de médias et que c'est aussi là qu'on a ces paniques qui sont répétées en boucle sur les médias Bolloré. Rien que la semaine dernière, il y a eu j'ai regardé CNews, toute une émission sur Alain Souchon qui avait osé dire que les électeurs du RN étaient des cons. Et on voit bien donc une émission en boucle et ensuite c'est relayé sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est tout un écosystème. Claude Askolovitch en a fait un décryptage ce matin sur France Inter, assez intéressant. D'accord, donc j'irai l'écouter ensuite, mais on voit bien ici que cette stratégie, en fait, elle a aussi toujours les mêmes éléments de langage, à savoir un discours d'inversion. On revendique aussi, tu parlais de liberté tout à l'heure, on revendique une liberté contre une censure idéologique qui vient de l'autre camp. Et c'est toujours la même chose, quel que soit l'élément. Donc, on monte en épingle dans ce type d'émission. Et puis, on voit bien aussi que ça va... donc, c'est pas seulement les médias, il y a aussi ce rachat du groupe Hachette, et notamment via la maison d'édition Fayard, qui est aussi un de ces lieux de diffusion de cette de cette idéologie réactionnaire. Actuellement, on a 3 livres qui sont en tête des ventes qui viennent de Fayard. Donc, on voit bien que c'est une stratégie qui est multi-support et qui ne passe pas que par le numérique. Un autre livre de Fayard dont l'apparition a été annoncée hier, qui n'est pas encore en tête de ses ventes, est le Journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy, un livre de 128 pages, je suis bien compris, qui sort. Ce qui est intéressant, Sébastien Brocas, c'est que c'est non seulement une maison d'édition, mais ce catalogue, hélas, de cette très grande maison d'édition autrefois, aujourd'hui, ne ressemble pas à grand-chose. Mais si le problème n'était que là, ce serait relativement facile à décrire. Le souci, c'est que dans ce groupe Hachette, on trouve aussi le fleuron, enfin le monopole de la distribution de la presse, à savoir les relais H. Tous les éditeurs de presse, et moi compris, dépendons entièrement de ce relais H. Bon, quoique, c'est des concessions de Gares & Connexions, qui est une filiale de la SNCF, une entreprise publique. Il y a là peut-être des choses auxquelles il conviendrait de réfléchir, mais en tous les cas, il y a ce monopole de la distribution. La distribution numérique, elle est encore plus opaque, elle est plus compliquée à comprendre, mais elle est tout aussi problématique. Et pour aller dans le sens d'un non-cloisonnement entre numérique et non numérique, une autre initiative, peut-être je vous laisserai réagir. Il se trouve qu'un certain nombre de libraires indépendants dans des petites villes françaises sont à l'âge de prendre la retraite. Beaucoup d'entre elles et d'entre eux ont créé leur librairie à la faveur de la loi sur le prix unique du livre en 1981. Ils atteignent l'âge de la retraite. Dans ces petites villes où il n'y a pas une offre culturelle très, très forte, la librairie est un lieu important. Or, il se trouve que M. Stérin, dont on n'a pas encore parlé, aujourd'hui fait un travail assez systématique de tentative de rachat de ces librairies dans ces petites villes indépendantes en France, ce qui est là un autre phénomène qui concerne aussi la question de la distribution. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a la question de la production de contenu, de livres, de journaux, etc. Mais il y a la façon dont ces contenus sont accessibles, rendus accessibles ou pas. Et il y a là probablement un pouvoir encore plus inquiétant du point de vue des questions de monopole, au fond, et de pluralisme, de variété de la pensée.
Moi, je veux bien essayer de rebondir là-dessus, sur ces questions de distribution numérique, mais aussi en lien avec ce qu'ont dit à la fois Alexandre et Anna. Alexandre évoquait à juste titre, je pense, cet optimisme qui était celui des années 2000 et qui a été partagé par beaucoup de gens à gauche autour du caractère émancipateur, libérateur des technologies numériques. Et je pense que c'est important parce que sans vouloir dire que notre moment actuel, que c'est de la faute de la gauche, parce que ça serait quand même inverser les responsabilités, mais il faut quand même aussi réfléchir à quelle a été la responsabilité d'un certain nombre de progressistes, là où est-ce qu'il y a eu un échec, ou une faiblesse en tout cas, de la critique, et même et sur le cas des États-Unis, quel a été le rôle du Parti démocrate dans cet essor de ces monopoles de la tech qui aujourd'hui dominent la distribution numérique. Et là, c'est que si on revient un peu en arrière, notamment durant les 2 mandats de Barack Obama, il y avait déjà une proximité qui était extrêmement étroite entre les grandes entreprises de la tech et l'administration à Washington, au point qu'on a pu dire que l'administration Obama et Google, c'était vraiment un système de revolving doors à peu près permanent dans les deux sens. Et donc, je mentionne tout ça pour dire qu'en fait, la gauche, notamment la gauche américaine, a laissé s'installer ces monopoles de la tech en pensant, je pense à tort, que finalement, c'était pas si grave, que voilà, les technologies numériques par elles-mêmes produisaient quand même des effets de démocratisation, de décentralisation, et qu'il ne fallait pas trop se préoccuper de cela. Et en fait, le réveil a été assez brutal, et le réveil a eu lieu quand même en partie pendant le mandat de Joe Biden, où là, le Parti démocrate a quand même changé de posture et a mis en place notamment des politiques antitrust beaucoup plus sévères, avec donc des grands procès, notamment contre Meta et Google, mais qui sont récemment soldés par des décisions très favorables, que ce soit à Google ou à Meta. Mais la FTC, donc, qui a autorité en matière d'antitrust aux États-Unis, la Federal Trade Commission, a aussi mis en place des règles beaucoup plus strictes pour les rachats d'entreprises, ce qui a beaucoup embêté le capital risque, parce que le capital risque, pour faire simple, le modèle, c'est on investit dans une start-up, enfin dans 10 start-up, il y en a 9 qui se cassent la gueule, mais il y en a une qui ensuite va soit grossir et faire une introduction en bourse, soit être racheté par un acteur plus important, et là, on va gagner beaucoup d'argent. Et ce qu'a fait la FTC sous Biden, c'est durcir les règles de rachat d'entreprises, ce qui était un problème pour le capital risque. Il y a aussi eu des choses autour des crypto-monnaies, avec une régulation plus stricte des crypto-monnaies par la Securities and Exchange Commission. Bref, cette alliance ou cette lune de miel entre le Parti démocrate et la tech a été rompue par l'administration Biden, et à mon avis, ça explique aussi beaucoup notre moment actuel, c'est-à-dire qu'un certain nombre de grands patrons de la tech ou d'acteurs du capital risque se sont tournés vers un acteur qu'ils estimaient, à raison, si on prend leur point de vue, plus favorable à leurs intérêts. Et donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop exagérer l'importance des éléments idéologiques. Il y a aussi des éléments matériels et des intérêts économiques de la tech qui expliquent le tournant qu'on vient de vivre. Et un dernier élément, pour rebondir plutôt sur les questions de liberté d'expression, dans le même temps, ce qui s'est passé, qui est aussi assez incroyable, c'est qu'il y a eu cette sorte d'OPA de la droite américaine sur la liberté d'expression, notamment en ligne. Et c'est ce qu'on a vu avec Musk lorsqu'il a racheté Twitter, en disant « je vais en faire une sorte de sanctuaire de la liberté d'expression, de place publique ». Et ce discours, alors, il est complètement hypocrite, évidemment, parce que comme le rappelait Anna tout à l'heure, l'extrême droite américaine ne cesse de censurer des publications, des livres décrits comme dangereux, progressistes, woke ou tout ce que vous voulez. Mais en même temps, il y a eu dans les discours cette instrumentalisation de la liberté d'expression et de cette utopie d'Internet, j'y reviens, où là, justement cette idée que tout le monde allait pouvoir s'exprimer en ligne, qu'on allait mettre à bas les anciens intermédiaires, les gatekeepers, etc. Tout ça a été récupéré, instrumentalisé par l'extrême droite américaine et par certains patrons de la tech, et alors même qu'on a une concentration, comme le rappelait Sylvain, incroyable des modes de distribution numérique avec ces quelques plateformes oligopolistiques que malheureusement la gauche a laissé s'installer. Pour prolonger, Alexandre Monin, cette question et revenir à ce dont vous parliez aussi tout à l'heure sur ce caractère plus positif, d'utopique. Vous parliez des années 2005, 2006, où probablement l'acmé de ce moment, au fond, le début de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, ce Web 2.0. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur certaines formes d'emballement, probablement rétrospectivement, on peut dire de naïveté d'un certain nombre de commentateurs ou d'acteurs.
par exemple, célébrer le fait que l'amateur devienne une figure aujourd'hui, à l'époque, importante, qui vient contester la parole légitime du critique. Au fond, cette contestation des institutions dans le monde de la culture, la remise en question des hiérarchies, des logiques professionnelles aussi, célébrer. Ça l'a été par, je le salue, il est reparti, mon ami Dominique Cardon, qui était là hier, qui a consacré des livres à ce moment-là, à cette question importante. Des livres qui étaient aussi en écho avec d'autres réflexions du côté de la philosophie politique et de la nécessaire évolution de la démocratie représentative vers des formes participatives. Je crois qu'il y a eu ou il y aura bientôt une intervention de Loïc Blondiot sur ces questions ici au lieu unique, qui a participé de cet effort-là. Moi, je voudrais juste partir d'un exemple, d'une expérience personnelle. J'ai participé à la création d'un média qui est aujourd'hui devenu fort, qui s'appelle Mediapart, et qui s'appelle Mediapart, pas pour rien, puisque ce mot de part renvoyait à participation. C'était Louis Plenel qui avait eu cette idée et qui croyait vraiment sincèrement dans l'implication des lecteurs et des lectrices dans la fabrication de ce journal, à la fois en offrant la possibilité à tous les abonnés de tenir un blog, et puis en offrant de façon plus classique aux mêmes abonnés la possibilité de commenter sous les articles. Et en fait, très rapidement, dans cette expérience, en 2008, on s'est rendu compte que j'avais fait des calculs, que le nombre de gens qui s'impliquaient dans ces activités de blog ou de commentaires, en fait, était sensiblement le même que celui qu'on connaissait traditionnellement de la part des gens qui écrivaient aux journaux, par exemple au journal Le Monde, c'est-à-dire un nombre infinitésimal de lecteurs et de lectrices, d'ailleurs qui avaient des profils assez particuliers, assez peu représentatifs de l'ensemble des lecteurs et des lectrices, et donc il y avait là immédiatement en fait une forme d'échec de ces tentatives de renouvellement. Or, si on a pu se rendre compte très vite, il me semble qu'il a fallu un temps incroyablement long, et que ce temps n'est toujours pas véritablement achevé, pour prendre la mesure de la gravité de la destruction, enfin des conséquences de la destruction des institutions, au fond. C'est-à-dire que dire il faut de la démocratie participative, c'est bien, mais enfin prendre soin aussi de la démocratie représentative en même temps, on s'aperçoit dans la crise institutionnelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que c'est peut-être également une urgence, Alexandre Monin. Oui, alors, si vous me permettez, je vais répondre et en faisant en même temps un pas de côté par rapport à ça pour parler un petit peu du décalage effectivement entre ce que vous évoquez et la situation actuelle. C'est vrai qu'on aurait pu se dire à l'époque que les outils numériques, dans une veine un petit peu de sécularisation, j'allais dire, allaient prolonger l'outillage politique, allait permettre éventuellement même de l'affiner, et du coup serait une ressource pour imaginer de nouvelles formes d'organisation, de nouvelles formes d'organisation politique, de nouvelles formes également de démocratisation. Et on arrive aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui, on peut remonter à au moins il y a 10 ans déjà, parce qu'on parle de Peter Thiel, c'est pas un acteur nouveau, hein, ça a été évoqué, des questions de Peter Thiel depuis 40 ans, donc voilà, il y a une empreinte qui est forte, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un contexte totalement différent, et pourquoi je parlais de sécularisation à l'instant, parce que un point moi qui me frappe, et notamment au regard de cette hégémonie culturelle de l'extrême droite, c'est que moi j'ai l'impression que tout ça vient aussi s'appuyer sur un fond anthropologique très fort, et je voudrais en dire justement deux mots. Aujourd'hui, on peut remonter à... je citais un livre pour commencer, un livre qui est un livre d'un philosophe et chercheur en sciences sociales américain, Jason Josephson Storm. C'est un livre sur le désenchantement du monde. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a d'une certaine manière un réenchantement, pas toujours positif sans doute, avec les technologies numériques actuelles, et notamment des nouvelles formes de religiosité, des nouvelles formes d'ésotérisme qui sont extrêmement présentes aujourd'hui en ligne, et qui sont en lien avec les activités aussi de l'extrême droite, mais pas seulement. Et dans ce livre, il s'intitule « Le mythe du désenchantement », Joseph Storm nous explique que tous les théoriciens du désenchantement, finalement, avaient une part cachée en lien avec des formes de religiosité ou des formes d'ésotérisme. Que ce soit Max Weber, que ce soit les philosophes du cercle de Vienne, pour certains pensaient que les fantômes existaient, qu'il fallait les étudier scientifiquement, etc. Chacun, plus on affirmait finalement le désenchantement du monde, la rationalité occidentale et le fait d'aller vers un monde comme ça sans... le sens du désenchantement a évolué, mais disons sans transcendance, plus en fait à côté de ça, on avait sa part secrète, cachée, de transcendance à soi, etc.
il faut replacer peut-être ces technologies numériques aujourd'hui dans une longue lignée, une lignée qui renvoie à des phénomènes effectivement ésotériques, à des phénomènes aussi magiques qui sont parfois très américains. Je pense à tout ce qui concerne les années 60-70 où il y avait énormément de choses de ce côté-là. Je pense à ce qu'on appelle la magie du chaos. Il y a beaucoup de manières finalement d'envisager aujourd'hui les technologies numériques, un petit peu comme des technologies qui, en reprenant cet adage de Aleister Crowley, donc le grand ésotériste anglais du 19e siècle, 20e siècle, disait que voilà, finalement, pour lui, la magie, c'était provoquer un changement en fonction de la volonté. Donc c'était arriver à faire changer les choses selon une volonté. Et ça peut s'appuyer sur des technologies différentes, sur des approches différentes. Et en fait, cet élément-là est devenu aujourd'hui une sorte d'analyseur pour comprendre ce que font ces technologies numériques. Et si je reviens notamment sur la campagne de 2016 de Donald Trump, on a beaucoup insisté sur l'importance des mèmes, par exemple. Pepe the Frog, vous voyez cette représentation d'une grenouille qui au départ n'était pas du tout d'extrême droite mais qui est devenue un symbole de l'extrême droite qui a été très investi. Et il y a cette idée que finalement l'extrême droite a beaucoup investi la production d'images, la production de symboles, la production de mèmes qui peut être aussi des mèmes écrits avec un humour aussi particulier. Il y avait dans ces années-là l'idée que l'extrême droite savait utiliser les mèmes, savait utiliser Internet, là où l'extrême gauche ne savait pas le faire, n'avait pas d'humour, alors qu'il y avait un humour qui peut se discuter, avec beaucoup d'ironie, beaucoup de nihilisme, etc., mais que c'était l'extrême droite qui avait emporté la partie. Et d'ailleurs, à l'époque, une phrase qui a beaucoup circulé, c'était par des acteurs de l'alt-right américaine, donc de l'extrême droite américaine, cela dit inspiré de la France et de certains travaux de philosophes français, Alain de Benoît notamment, faut quand même le dire aussi, il y a un fond français dans cette extrême droite américaine très fort aujourd'hui. Donc certains avaient l'autre French Theory. Je pense que c'est celle qui a le plus de succès aujourd'hui. Je pense honnêtement qu'Alain de Benoît est l'intellectuel français aujourd'hui qui a le plus de succès dans le monde, au regard des conséquences de son action. Je le déplore, mais voilà, c'est un petit peu pour moi un constat. Ils avaient dit donc, we memed Donald Trump to the White House. Nous l'avons amené à la Maison Blanche grâce à nos mèmes. Et donc il y avait cette association entre cette production d'images vue comme quelque chose de magique et effectivement un contexte politique, un contexte culturel, un contexte hégémonique et qui renvoyait effectivement à quelque chose que certaines, je pense notamment à un livre de Tara Isabella Burton qui est une journaliste et théologienne américaine, ont associé finalement au désintérêt pour les religions institutionnelles, fortement institutionnelles, et à un intérêt finalement pour l'ésotérisme, pour l'occultisme, pour le surnaturel, qui est aujourd'hui extrêmement fort, extrêmement partagé. Et je pense qu'effectivement, dans le moment qu'on vit aujourd'hui, c'est un ressort très important, et c'est pas un hasard si 10 ans plus tard, dans le débat politique aujourd'hui, pour toujours parler de Peter Thiel, on a un Peter Thiel qui, alors inspiré de René Girard, inspiré de Carl Schmitt, parle de l'antéchrist. Et son obsession, c'est l'antéchrist. On a Iliad Sutskever. Iliad Sutskever, c'est un des cofondateurs d'OpenAI qui avait essayé de déposer Sam Altman en 2024. Un article de The Atlantic nous apprenait que Iliad Sutskever, il organisait des rituels pour invoquer une intelligence artificielle générale et qu'il avait fait fabriquer une effigie en bois pour cette intelligence artificielle générale. Et ce phénomène-là, je dirais, il déborde l'extrême droite, mais il a été très investi finalement par l'extrême droite, mais on peut le retrouver ailleurs, on peut le retrouver dans les milieux de l'écologie, avec des formes de spiritualité, des formes d'ésotérisme, tout ce qui est sorcière, par exemple, qui n'est pas qu'une version sécularisée de la sorcière, il y a aussi le fait de jeter des sorts contre Donald Trump au moment de la campagne électorale. Et donc il y a ce fond finalement, à mesure que les technologies se développent, à mesure qu'une certaine forme de rationalisation et peut-être de désenchantement et afférent se développe, ce fond qui est toujours présent en fait en contrepoint, ce fond ésotérique, ce fond occultiste, ce fond finalement qui va vers une forme de peut-être désécularisation, aujourd'hui il est très actif et finalement on baigne dedans, quelles que soient d'ailleurs les positions politiques, même s'il a sans doute été largement mobilisé précisément par cette extrême droite et porté aussi par un peu les technologies numériques. Peut-être une dernière remarque, et je voudrais vous faire réagir à celle-là pour prolonger ce que vous dites, Alexandre Monin, non pas du côté de l'occultisme, mais sans doute
y a-t-il une articulation avec du côté de ce que je proposerais d'appeler, après d'autres, hein, le confusionnisme. Au fond, peut-être qu'il y a de relativement nouveau dans la démarche de cette extrême droite, c'est d'arrêter de simplement tenter d'inscrire sur l'agenda politique ces questions, mais d'arrêter de vouloir faire de la propagande avec des slogans, même si ça continue d'exister, mais au fond de manipuler l'agenda en déstabilisant d'abord et avant tout l'espace public, en mélangeant le vrai et le faux, en mélangeant le rationnel et l'irrationnel, le sérieux et le pas sérieux. Et d'ailleurs, Peter Thiel a financé une revue de philosophie et d'histoire des sciences il y a déjà longtemps en France. Au sommaire des numéros, on trouvait à la fois des articles très sérieux et des choses totalement délirantes, totalement fantaisistes. C'est un philosophe, Mathias Girel, qui me faisait remarquer ça. Une revue éditée à Paris, d'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, en fait. Et ça continue. C'est-à-dire que si les choses étaient aussi simples que simplement prendre connaissance du catalogue de Fayard aujourd'hui, ce serait relativement facile d'opposer à ça d'autres agendas politiques. En fait, il y a des choses probablement beaucoup plus pernicieuses, beaucoup plus insidieuses, qui cherchent des formes de légitimation culturelle, éditoriale, scientifique, en allant dans des universités, en allant dans des maisons d'édition qui ont de la légitimité pour faire exister ces intellectuels. Et on voit d'ailleurs des colonnes de journaux s'ouvrir à des interviews de ces intellectuels. Bon, on prononçait le nom d'Alain de Benoît. Je n'ai pas connaissance, je ne crois pas que le journal comme Le Monde ait publié jamais un entretien avec Alain de Benoît. Ça ne me semble pas de l'ordre du possible pour un journal comme Le Monde. Néanmoins, Le Monde publie un entretien avec Steve Bannon, par exemple, aujourd'hui, ce qui est quand même un fait relativement nouveau du point de vue de la pratique journalistique. Et donc moi, je m'interroge sur la manière dont tout ça évolue et donc dans quelle mesure c'est le résultat d'une stratégie de cette extrême droite. Non pas d'avancer masquée, mais voilà, d'avancer parmi les autres et de laisser ces idées flotter. Je ne sais pas, Olivier, Alexandre Non, si, bah, c'est une manière de prolonger aussi la discussion. Sébastien tout à l'heure parlait du devoir d'inventaire que la gauche doit s'imposer. Sûrement, la gauche et ses représentants et représentantes ont le sentiment profond qu'ils ont et elles ont le monopole de l'histoire, qu'ils ont et elles ont le monopole de la culture et qu'ils ont et elles ont le monopole des technologies. Je pense que c'est vraiment une croyance profondément ancrée. Peut-être que sociologiquement, elle n'est pas complètement erronée. Mais le fait même qu'une minorité arrive à avoir des positions de pouvoir et des positions dominantes dans chacun de ces domaines doit nous alerter sur le fait que les gens de droite sont mieux organisés que les gens de gauche. Ce que n'importe, c'est première année de sciences politiques, mais qui vraiment s'avère particulièrement véridique quand on regarde l'histoire des médias et quand on regarde l'histoire des nouvelles technologies et quand on regarde l'histoire des institutions politiques depuis 30 ans aussi. Et ce qui est intéressant, faudrait pas, là on le dit un peu vite, ce qui est intéressant, ça serait de dénouer ces jeux de coalition qui sont à la fois très, très vivants, très, très chauds et très, très brûlants, mais effectivement qui s'enracinent dans une histoire un peu plus longue. Newt Gingrich, que citait Sébastien tout à l'heure, aujourd'hui est le mari de l'ambassadrice américaine de Suisse. Voilà. Il réside à quelques centaines de kilomètres de chez nous, et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour essayer de renouveler de fond en comble à la fois l'idéologie du Parti républicain, mais aussi ses modes d'action, en essayant de passer par les nouveaux moyens de communication qu'offrait Internet. Et d'une certaine façon, Stérin, notre entrepreneur politique français, droitier, mène un entrepreneur politique, je veux dire, exemplaire en termes d'efficacité, d'organisation et de manière dont il s'empare des nouveaux moyens de communication et en recherchant tout le temps l'efficace politique. Alors, face à ça, on peut se dire, qu'est-ce qu'on a foutu, quoi. Parlez-moi de parler vulgairement, mais d'une certaine façon, le projet, l'utopie Internet, elle a réussi. C'est-à-dire que si le projet, c'était d'affaiblir les gatekeepers,
et un projet auquel on peut souscrire, enfin, je veux dire politiquement, parce que ça serait un gain de démocratie, effectivement, les juges sont affaiblis, les politiques sont affaiblis, les journalistes traditionnels sont affaiblis. Être journaliste aujourd'hui, ça se fait avec beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui, mais en même temps beaucoup plus de facilité parce que voilà, on a tout un tas de moyens pour exercer. Les académiques, les universitaires sont affaiblis aussi parce que on les conteste à longueur de temps, ils ont moins de moyens pour travailler et ils subissent la concurrence maintenant de tout un tas de podcasteurs, d'influenceurs, y compris dans les librairies que vous trouverez à la sortie de la salle. Et alors, donc du coup, cette utopie, elle a réussi. Là où elle a échoué, c'est que c'est un demi-mensonge ou une demi-vérité, parce que les moyens formels qui ont contribué à la démocratisation s'avèrent aussi une confiscation du capital, du pouvoir, de la décision, et à travers quoi aussi les grandes institutions politiques qui ont tenu nos démocraties, sur lesquelles on s'est appuyé, que ce soit l'état de droit, la science, le journalisme, Parlement, ouais, aussi, se trouve aujourd'hui affaibli. Donc, ce qui devrait amener aussi à nous poser la question que faire, comme disait Lénine. Alors, peut-être pas la révolution, mais en tout cas réfléchir sérieusement à quel moyen d'organiser notre court, voire très court, 21e siècle. Un mot, Anna Arzumanov. Non, je voulais rebondir par rapport à cette question d'affaiblissement des institutions. Donc moi, par rapport aux travaux que j'ai menés sur la liberté d'expression, je crois que il y a aussi l'autocritique, elle peut aussi se fonder sur le fait qu'il y a une incompréhension en fait de nos institutions. On l'a vu aussi au moment de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Donc en fait, un défaut, je pense, d'explication, d'espace réservé à la défense de nos institutions, mais la défense dans le sens de l'explication de ces institutions. Donc là, si on repart sur la question de la liberté d'expression, on voit bien qu'actuellement, elle est incomprise en France parce que justement, on a une vision américaine qui est sans cesse répétée sur les médias Bolloré, qui consiste à dire que tout ce qui est limitation de la liberté d'expression, c'est de la censure, alors qu'en réalité, c'est une conception de la liberté d'expression qui est appliquée en France depuis 140 ans, qui consiste à aller réguler les discours de haine pour avoir un meilleur exercice de la liberté d'expression, donc pour protéger la liberté d'expression. Et donc, je crois que notre travail, en tout cas en tant qu'universitaire, chercheur, chercheuse, c'est justement d'expliquer, de faire passer cette idée qu'on n'est pas dans le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement des juges, qu'il y a des règles, et donc prendre ce temps. Le problème, c'est que avec les réseaux sociaux, c'est difficile de prendre le temps, et on sait bien aussi qu'il y a cette fameuse loi de Brandolini qui est que, en fait, ça va très vite de dire n'importe quoi, mais c'est très long de désamorcer, d'expliquer des faits, parce que justement, on est dans la complexité et la nuance, mais je crois quand même que c'est là qu'on peut résister. Juste pour prolonger sur l'exemple de Nicolas Sarkozy, j'ai été frappé personnellement parce qu'on peut le faire de façon très très courte. Le meilleur titre, et de loin, après la décision de condamnation de Nicolas Sarkozy, c'est celui du New York Times, qui parvenait à dire en une phrase les raisons pour lesquelles Nicolas Sarkozy avait été condamné, en fait. Que c'était un président qui avait organisé illégalement le financement d'une campagne au terme de laquelle il avait fini par gagner cette élection. Alors que dans le même temps, aussi paradoxal que ça puisse paraître, parce que c'est pas que des questions de gauche-droite, un journal né avec le groupe Information Prison de Michel Foucault, comme Libération, titrait « La tôle » de manière très spectaculaire, se réjouissant en quelque sorte de la peine et sans mettre en avant l'explication. Et je trouvais ça assez symptomatique précisément de ce que vous venez de dire. Sébastien. Oui, pour poursuivre, non, je pense que c'est une question très importante parce que ce qu'on voit, c'est que les formes de la guerre culturelle et idéologique ont changé, en fait, et que toutes les idéologies dont nous avons parlé depuis une heure, en fait, elles ont été produites pour l'essentiel loin des lieux traditionnels de production du savoir. Ça vient pas de l'université, ça se joue, comme l'a dit Alexandre, par des mèmes, ça se joue sur les réseaux, sur 4chan depuis longtemps déjà, etc. Et on voit aussi que l'administration Trump s'inscrit dans cette histoire et dans ces modes de communication surenchéris, enfin passe une étape supérieure, aidé en cela par les IA génératives, en postant, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo par exemple de Donald Trump qui pilote un avion et qui lâche des tombereaux de merde sur des manifestants. Enfin voilà. Et donc la question qui se pose, celle que posait Olivier, c'est que doivent faire les forces de gauche ? Est-ce qu'il faut
finalement riposter avec les mêmes armes, ce qui est une tentation actuellement aux États-Unis, notamment pour une frange du Parti démocrate qui en fait, voilà, suit ce train de l'outrance, de la communication numérique avec des mèmes, de l'IA, etc. Ou est-ce qu'il faut quand même essayer de préserver d'autres modes de communication, de circulation du savoir, de débat démocratique, etc. Et la réponse, elle n'est pas évidente, parce que j'aurais envie de vous dire, bah oui, effectivement, on ne peut pas renoncer à ce qui fait aussi notre identité en tant que gauche, à savoir l'engagement pour un débat argumenté, rationnel, etc. Et d'un autre côté, j'ai une conscience aiguë, si vous voulez, de ma propre inutilité en tant qu'universitaire dans ce qui se joue actuellement, quoi. Donc on ne peut pas juste se dire, bah oui, on va rester dans un débat bien poli, policé, rationnel entre nous, puis nous, on va surtout pas se salir les mains à faire ce qu'ils font en face. Donc j'ai pas la réponse, et c'est une question très compliquée, mais cette question des modes d'action, en tout cas, je pense qu'elle est cruciale. Peut-être qu'Alexandre, tu as des pistes. Un mot rapidement, et puis après on passe la parole à la salle. C'est un rebond sur 3 éléments de la discussion très rapide. Un rebond sur ce que vous avez dit, Sylvain, sur l'indistinction entre le vrai et le faux. Quelque chose dont on a beaucoup parlé depuis pas mal d'années. C'est pas nouveau, hein. Faut se souvenir que Stephen Colbert avait fait un discours devant George Bush où il parlait déjà de truthiness à l'époque. Je voudrais juste mentionner ici le travail d'une journaliste, Joséphine Riesman, qui nous explique que le catch, c'est un très bon analyseur pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Elle parle notamment du néo-kayfabe. Dire très rapidement, le kayfabe, je ne sais pas si tout le monde est fan ou spécialiste de catch dans la salle. Si vous avez grandi dans les années 90, il y a des chances que vous en ayez vu quand même. Le kayfabe, c'est l'idée que vous êtes dans le catch, tout est faux. Alors c'est plus ou moins vrai, mais tout est faux. C'est une narration, le catch. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de succès. C'est le bien contre le mal, les gentils contre les méchants. Et là encore, ça joue sur des fibres anthropologiques très, très fortes. Et donc c'est faux, mais personne ne le dit. Bon. Sauf qu'un jour, ça s'est su, ça s'est dit, et du coup, on a dit, c'est pas un sport, ça a plein de conséquences. Et ce que nous dit Joséphine Riesman, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Tout le monde sait que c'est faux, mais parfois, il y a quand même du vrai qui émerge. Et donc, il y a une indistinction entre le vrai et le faux. C'est-à-dire, on sait que c'est faux, mais on ne sait pas toujours quand c'est faux, qu'est-ce qui est faux. Donc, il y a peut-être des choses qui sont vraies. Et du coup, il y a une espèce d'indifférenciation entre le vrai et le faux qui parle aussi de l'époque moderne. Et juste pour en témoigner, dans la narration, à un moment donné, l'ancien patron, par ailleurs accusé de violence sexuelle, Vince McMahon, de la fédération de catch américaine, pas une fédération, qu'une entreprise en fait, dans un des scénarios, sa voiture explosait, il était victime d'un attentat. C'était une narration, évidemment. Le premier qu'il a appelé pour savoir s'il était en bonne santé, c'était Donald Trump. Grand amateur de catch, il par ailleurs avait hébergé des grands rassemblements de catch. Donc ça, c'est un point que je voulais mentionner. Deuxième point très rapide aussi, c'était faire écho au livre de Naomi Klein, Doppelganger, qui est un livre qui parle effectivement de théorie du complot, qui parle du difficile positionnement de la gauche par rapport à ça. Il y a la droite qui arrive finalement à aborder certaines thématiques que la gauche n'arrive plus à aborder, mais évidemment pas de la meilleure des manières sans doute. Elle raconte justement par rapport à Steve Bannon un exemple un petit peu assez intéressant. Pourquoi Doppelganger ? Le Doppelganger, c'est le double maléfique. Et donc, pendant tout le livre, elle explique qu'on la confond avec Naomi Wolf, qui est une autre féministe, qui elle a viré à droite et à l'extrême droite et complotiste. Mais pourquoi Naomi Wolf, elle a viré à l'extrême droite ? Parce qu'un jour, elle est passée à la télévision anglaise. Elle avait écrit un livre sur les homosexuels sous la société victorienne. Et en fait, elle avait cru comprendre que beaucoup d'homosexuels avaient été exécutés en regardant les archives. Et là, le journaliste lui explique qu'en fait, elle a mal lu les archives et que le mot qu'elle a pris pour signifier exécution ne voulait pas dire ça, qu'en fait, les homosexuels avaient été libérés ou pas du tout exécutés. Et du coup, toute sa crédibilité s'est effondrée d'un coup devant tout le monde. Vraiment, pour un académique, un motif de suicide évident. Non, mais je ne plaisante pas du tout, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait le choix en fait, de se suicider, de rester de gauche et de se suicider. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Steve Bannon est allé la voir et lui a dit en fait, nous, on a nos médias sociaux, on a nos réseaux, on a nos publications, on a nos faillards, on a tout ce que tu veux. Viens chez nous et tu vas devenir une star. Et en plus, ce sera une prise de guerre. Elle a choisi entre le suicide et le fait de recréer des liens de socialité, etc., elle est allée à l'extrême droite et elle y est toujours. Donc, ça doit aussi, je pense, ce genre de cas nous faire réfléchir parce que c'est très intéressant. Et dernier point très rapide sur effectivement l'affaiblissement des institutions. Moi qui travaille beaucoup aussi dans le milieu de l'écologie depuis une dizaine d'années, c'est vrai que parfois dans certains discours militants, on peut entendre des choses
à mon avis, critiquables, mais du type, voilà, un grand ennemi pour la cause de l'écologie, c'est la science occidentale, et donc il faut se débarrasser de la science occidentale et tout ira très bien. Celui qui est en train d'appliquer ce programme aux États-Unis, c'est Donald Trump. Donc ça aussi, ça doit nous faire réfléchir, je pense. Merci. Vous pouvez lever la main et un micro va venir vers vous. Il y a un certain nombre de mains levées relativement en bas. Oui, ça arrive. Là, il y a quelqu'un au 3e rang, de ce côté-là, et juste derrière. On va peut-être prendre 2 ou 3 questions et puis... Bonjour, monsieur. merci pour la qualité de vos interventions. Vous parliez donc de l'argent qui augmente. Voilà, on passe de 9 à 12 zéros. On voit que ça va être 14 zéros, 15 zéros, 20 zéros, etc. Des milliards de milliards. Est-ce qu'avec cet argent, justement, on peut environnementer la société en créant une profusion de médias et de confusion, comme vous disiez? Et donc, est-ce que le nerf de la guerre, c'est pas de soutenir quand les stratèges avancent? Par exemple, on parlait de la taxe Tobin à un moment donné, on parlait de la taxe Zuckman actuellement. Est-ce que pour que ces budgets d'environnementation médiatique baissent, il ne faut pas justement taxer les propriétaires ou les portefeuilles communs? Voilà. Merci. Une autre, madame? Oui, vous avez fait... Ça marche. Allez-y. Vous avez fait allusion les uns et les autres sur Bolloré. Et quels sont les contre-pouvoirs en fait, qui existent en France et en Europe? Et j'avais la naïveté de croire qu'il y en avait, mais visiblement, c'est limité. Qu'il y a une autre... Oui, il y a quelqu'un juste à côté. Oui, bonjour. Donc moi, je me pose la question sur le fait qu'on ait laissé la défense des zones, enfin des territoires, des cultures locales. On a tout laissé à l'extrême droite. Et on a l'impression que la gauche ne défend que des positions, disons, mondialistes. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont eu peur et qui ont trouvé que l'extrême droite pour défendre leur territoire, quoi. Ok, on commence avec cet ensemble de questions. Je ne sais pas qui veut... Oui, Anne Merci pour vos questions. Alors, je vais répondre sur Bolloré par rapport à ce que je sais. En fait, c'est vrai qu'on ne peut pas grand-chose. Il faut savoir que dans l'édition, il y a eu quand même, c'est l'autorité de la concurrence qui a empêché Bolloré de détenir à la fois Hachette et Editis, Editis qui est le 2e groupe. Donc là, on a eu quand même une régulation qui a obligé Bolloré à céder à un autre milliardaire, je vous l'accorde, Kretinsky, donc Editis. Et puis ensuite, je crois que pour l'audiovisuel et puis la place de Bolloré, il faut que l'Arcom s'empare du rôle qu'elle devrait jouer. Et en fait, toutes les études montrent que l'Arcom est très timide par rapport à l'application des règles. En fait, CNews pourrait être condamné beaucoup plus largement parce que c'est une chaîne qui ne respecte pas la réglementation en termes d'honnêteté de l'information. Et donc, je crois que on a des outils, en tout cas juridiques, qui permettraient d'aller plus loin par rapport à ces médias Bolloré. Voilà. Et puis, je peux laisser la parole sur les autres questions. Juste pour ajouter sur Bolloré, j'en parlais déjà tout à l'heure, et je crois qu'il y a une situation particulière qui concerne la distribution et les relais H. Encore une fois, quand vous allez dans un relais H, vous n'êtes pas comme dans une librairie, dans un espace dans lequel le commerçant peut décider de ce qu'il met où. Vous êtes dans un gigantesque espace publicitaire dans lequel les éditeurs doivent payer pour être positionnés à tel ou tel endroit. Ça, il faut le savoir. Et donc, la position aujourd'hui, c'est une part considérable
du marché, de la vente des journaux, en fait. À mesure que les petits kiosquiers, les petits marchands de journaux ferment, la plupart des éditeurs dépendent de leur vente dans ces relais H. Or, il y a un monopole dans l'ensemble des gares en France. Et encore une fois, un levier d'action possible, c'est le fait de concéder, puisque c'est la filiale de la SNCF qui possède les gares, qui concède ce monopole à Bolloré. Donc là, il y a une piste, il y a des mobilisations citoyennes possibles pour contester ce monopole et faire en sorte d'obtenir d'une entreprise publique qu'il y ait davantage de pluralisme dans la distribution et dans ce réseau, en fait. C'est vrai que c'est un enjeu considérable parce que non seulement le groupe Hachette est le plus grand groupe, donc en termes de production, mais en termes de diffusion, c'est bien plus large puisqu'il diffuse même des maisons indépendantes. Donc et avec cette fois-ci un rôle de mise en avant, donc de sélection. Donc on voit bien comment ça peut servir un projet idéologique. Alors, je ne sais pas qui veut répondre sur la question de l'argent, parce que est-ce que c'est le nerf de la guerre? Est-ce que c'est la raison pour laquelle à gauche il ne se passe rien? Oui. Bah, d'ailleurs, c'est un peu une autocritique par rapport à notre discussion, parce qu'on a beaucoup parlé de représentation, de questions d'idéologie, mais on n'a pas parlé en fait du cœur du problème, c'est-à-dire que où est l'argent et comment il est distribué, qui sont en fait les deux grands problèmes qui conditionnent toute la discussion qu'on a eue. Alors moi, j'ai passé pas mal de temps à regarder dans la Silicon Valley précisément d'où venait l'argent. Parce qu'on parle beaucoup d'investisseurs, de capitaux risqueurs. En fait, c'est des intermédiaires, y compris Peter Thiel à l'origine, et c'est un intermédiaire, c'est-à-dire des intermédiaires entre des innovateurs ou des entrepreneurs, et je parle au masculin parce que c'est souvent des hommes quand même, et des gens qui ont de l'argent. Alors ces gens qui ont de l'argent, c'est à la fois des grandes fortunes, mais c'est aussi des fonds de pension aux États-Unis. Donc des gens qui ont en dotation les petites pensions, notamment en Californie, des fonctionnaires californiens et des enseignants californiens. CalPERS et Cluster, c'est les deux plus gros financeurs de la tech dans l'histoire de la Silicon Valley. Et puis depuis 30 ans, c'est les hedge funds, donc des fonds souverains qui ont des 200 milliards de portefeuilles et qui investissent dans les nouvelles technologies. Et ces différents acteurs, ils ont un même agenda politique, c'est limiter le plus possible les régulations, favoriser la mondialisation et la fluidité de la finance, et puis c'est faire des culbutes, avec des agendas politiques parfois et sociaux, parfois quand même très très discutables. Si vous regardez aujourd'hui par exemple les fonds d'investissement émiratis, ils ont un peu le même projet que les fonds d'investissement de la Silicon Valley. En gros, c'est la singularité, quoi. C'est-à-dire on attaque le plus possible, on arrive à l'agile, à la singularité de l'intelligence artificielle, le moment où l'intelligence artificielle va supplanter l'humain, ou de la robotique, avec l'idée que, mais c'est vraiment dit comme ça, les robots vont remplacer les humains. Et bon, c'est pas complètement délirant quand on regarde d'où vient politiquement ce type d'acteurs et historiquement d'où ils viennent. Alors, face à ça, je pense qu'effectivement, il y a une urgence à resocialiser à la fois la finance et les nouvelles technologies, en partant du constat qu'effectivement, tout un tas de catégories de la population ne se retrouvent pas ni dans ce projet, ni dans ses bénéfices. Parce que cette histoire de la finance, c'est aussi l'histoire de la captation de plus en plus grande d'un nombre limité d'acteurs, que sont les investisseurs, que sont les entrepreneurs, que sont les salariés des grandes entreprises, qui absorbent du capital, qui font la culbute, eux, quand il y a des exits, quand il y a des entrées en bourse, des rachats. Et cet argent-là, il bénéficie de moins en moins à l'ensemble de la population. C'est-à-dire, en gros, pour le résumé d'une formule, il n'y a pas de Fordisme dans l'industrie des nouvelles technologies. Ce qu'a réussi le Fordisme avec l'automobile, alors même que c'est des industries très comparables, si on compare l'industrie automobile des années 30 et aujourd'hui l'industrie de la tech, en gros, c'est à peu près la même proportion de la population active. Par contre, il y a beaucoup moins d'effets de redistribution. Beaucoup moins d'effets de redistribution, quasiment pas. Et alors même que c'est une industrie qui emploie très peu. Donc, il y a un enjeu, là aussi, d'agir sur ces ressorts et aussi de protéger tout un tas d'institutions nées de l'État-providence européennes qui tiennent effectivement à l'ARCOM, à l'ARCEP aussi, mais aussi à des puissances syndicales qui ont servi de contrepoids pour essayer de socialiser le capital et de faire bénéficier à l'ensemble de la population des accroissements de richesse pour pas qu'on se retrouve dans des situations absolument dramatiques socialement et qui participent à la colère et qui servent effectivement des puissances d'extrême droite qui ne servent, eux, que le mensonge et leurs propres intérêts. Alexandre Monin. Pour faire le lien, effectivement, même si l'argent c'est aussi du symbolique par ailleurs, mais pour faire le lien effectivement avec cette question de la finance, de la centralité de la finance, et peut-être avec les
les enjeux environnementaux aussi, dire qu'il y avait quand même des tentatives, notamment à l'échelle de l'Union européenne, de mettre en place justement la taxonomie verte, de mettre en place des éléments qui permettaient d'avoir, comme le dit Daniela Gabor, un macro régime financier un peu contraint et contraint pour aller justement non pas dans l'inflation de ces nouvelles technologies, de la singularité, etc., mais d'orienter justement les financements de ces gestionnaires d'actifs dans une logique qui est encore un peu une logique de ce qu'elle appelle, elle, le de-risking, c'est-à-dire le fait de garantir l'investissement par le public pour le privé. C'est-à-dire qu'on considère que les États n'ont pas pour rôle aujourd'hui d'investir dans les infrastructures, etc., ce qui est un gros problème d'ailleurs pour la transition. Et donc, on essaie d'attirer des capitaux privés et d'éliminer en fait les risques pour ces capitaux privés. Donc, l'État devient celui qui apporte des garanties pour des capitaux privés, mais qui vont ensuite évidemment opérer cette culbute qui a été évoquée tout à l'heure. Mais il y avait quand même donc cette tentative de mettre en place une réglementation très ambitieuse. On s'en rend compte, je pense, a posteriori, au regard notamment de la situation actuelle, et qui est en train effectivement d'être torpillée parce qu'elle n'est pas portée au niveau politique, au niveau géopolitique, mais elle est simplement vue comme un élément, on va dire, de régulation, comme un élément quasiment administratif, si je puis dire. Alors qu'en fait, derrière, il y avait vraiment un enjeu géopolitique majeur. Donc voilà, il faut effectivement, je pense aussi, se positionner sur ces enjeux de finances qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Bastien, un mot, puis on va devoir, parce que l'heure tourne, en rester là. Mais peut-être un mot, je ne sais pas si vous avez prévu de répondre sur la question des territoires aussi, à la question de monsieur. Mais... Oui, alors je vais essayer. Je vais peut-être juste un mot de complément sur ce qui vient d'être dit à la fois par Alexandre, par Olivier. En lien avec l'actualité, c'est-à-dire qu'on est dans une phase actuellement, donc, comme vous l'avez sans doute vu dans les médias, avec des investissements absolument considérables dans les infrastructures de l'IA. Ça, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars, et avec ce que plusieurs personnes décrivent aujourd'hui comme une bulle de l'IA, avec non seulement de l'endettement de ces grands groupes, mais aussi des système d'investissement croisé où en gros Nvidia paye OpenAI pour qu'OpenAI rachète des puces à Nvidia. Bon, et donc des choses considérables et très risquées qui font que ces acteurs sont en train de devenir too big to fail. Et donc le risque, c'est qu'on ait en fait une sorte de reproduction, mais peut-être à une échelle encore plus importante, de ce qui s'est passé lors de la crise financière de 2007-2009, à savoir des acteurs qui, si la bulle éclate et s'ils s'effondrent, doivent être sauvés par l'État. Donc vraiment ce principe de privatisation des profits et de socialisation des pertes. Donc c'est un peu malheureusement, je pense, le risque qu'on a actuellement avec la bulle de l'IA. Et sur la dernière question, bon, je ne sais pas si j'ai des éléments très pertinents à apporter, mais je trouvais la question en tout cas très intéressante. Et pour moi, il y a peut-être deux questions derrière. Il y a d'une part le fait que la gauche est maintenant assimilée à des populations urbaines, éduquées et privilégiées, et à laisser tomber la ruralité, ce qui est à mon avis un vrai problème. Et il y a une autre question qui est celle des modes d'action sur les territoires, et aussi des modes d'action non numériques, justement, parce que c'est bien de sortir un peu du numérique, dont il a été beaucoup question ce matin. Et là, pour aussi peut-être rebondir sur l'actualité, le succès de Mamdani à New York a montré, il me semble, une nouvelle fois, l'importance de mobilisation de terrain, d'avoir vraiment un réseau de militants qui sont ancrés sur un territoire. Bon, là, c'est un territoire urbain, mais voilà. Et sa victoire à New York, c'est aussi la victoire d'un réseau militant presque à l'ancienne, peut-être, et qui en tout cas va au-delà du monde numérique. Merci beaucoup, merci à tous les quatre et merci à vous pour votre attention.